Dans un coin du monde, une mère et son fils partageaient un lien spécial. Pierre, le fils, rayonnait de jeunesse et de générosité, tandis que sa mère, après avoir surmonté des défis tout au long de sa vie, trouvait dans l'escalade en montagne non seulement un passe-temps, mais aussi une métaphore pour son propre parcours de courage. Un jour, l'inattendu se produisit. La vie de cette famille fut bouleversée par une série d'événements qui déclenchèrent un retournement émotionnant et surprenant. Une histoire d'amour, de sacrifice et de rédemption allait se dérouler sous vos yeux. Vous voulez découvrir le dénouement de cette histoire? Alors suivez-moi dans ce voyage plein d'émotions et d'apprentissage, où le pouvoir de l'amour et de la résilience est mis à l'épreuve. C'est la saga d'une mère déterminée, d'un fils courageux et de l'héritage d'espoir qui l'ont laissé au monde. Je m'appelle Célina, j'ai 55 ans et je travaille dans un bureau. Mon mari, Jacques, est plus jeune, il a 51 ans. Nous nous sommes rencontrés il y a 30 ans dans un club d'escalade. La tranche d'âge au club, auquel j'appartenais, allait de 20 à 60 ans, avec un nombre équilibré d'hommes et de femmes. À l'escalade, c'est génial, n'est-ce pas, Célina? Pourquoi avez-vous commencé à escalader des montagnes? Demanda Jacques. C'était sociable et joyeux, répondis-je. Et j'ai commencé sous l'influence de mon père. Influencé par votre père, c'est génial. Et vous, Jacques? Pourquoi avez-vous commencé à escalader des montagnes? S'il y a une montagne, un homme veut simplement la gravir, plaisanta-t-il. Grâce à votre nature amicale, nous sommes rapidement devenus amis. Quel âge avez-vous, Célina? Et j'ai 26 ans. Les femmes plus âgées sont merveilleuses, vraiment. Mais si je suis plus âgée, cela signifie que vous êtes plus jeune, non? Et j'ai 22 ans. Et waouh, vous êtes si jeune. Seulement 4 ans de différence. Ce n'est pas une grande différence, en fait, répondit-il. Parler avec lui était si amusant. Et ce jour-là même, le jour où nous nous sommes rencontrés, il m'a demandé en mariage au sommet de la montagne. En fait, je suis tombée amoureuse de lui au premier regard. J'avais déjà donné mon cœur à lui pendant notre escalade, alors j'ai accepté sa proposition de relation sur place. Depuis le jour où nous nous sommes rencontrés, nous sommes devenus un couple, l'escalade étant notre passe-temps commun. Nous ne manquions jamais de sujets de conversation en profitant des activités du club d'escalade. Un an après le début de notre relation, j'ai découvert que j'étais enceinte. Cela nous a amenés à nous marier. Après le mariage, j'ai réalisé que mon mari n'avait pas beaucoup d'économies, bien qu'il travaille dur comme employé dans une entreprise. Il était encore jeune, à 23 ans, et son salaire était inférieur au mien. Plutôt que de ne pas avoir d'économies, il semblait plus avoir le genre de personnalité qui dépensait son salaire dès qu'il le recevait. J'étais en congé maternité lorsque j'ai atteint mon 9e mois de grossesse. Pendant ce congé, je pouvais recevoir un salaire de mon entreprise, mais il était inférieur à ce que je gagnais en travaillant. À cause de cela, je dépendais beaucoup de mes parents, qui habitaient à proximité, pour un soutien financier. Mes parents ne m'aidaient pas seulement financièrement, mais aussi de diverses autres manières. Cela m'a permis de mettre au monde un garçon en toute sécurité. Nous avons nommé notre fils Pierre et l'avons élevé avec soin. Avant que Pierre n'ait 1 an, j'ai repris le travail. Le travail était difficile, mais nous avons travaillé dur pour maintenir le double revenu. Pierre a grandi en bonne santé et fort. Le temps a passé rapidement et, avant même que nous ne nous en rendions compte, Pierre avait 24 ans. Après avoir obtenu son diplôme universitaire, notre fils a quitté la maison et semblait travailler dur de son propre chef. Il nous a contactés, disant « J'ai quelque chose d'important à discuter avec vous. S'il vous plaît, gardez le prochain dimanche libre. » Et aujourd'hui, c'est ce dimanche-là. Mon mari et moi étions tous deux nerveux quand la sonnette a retenti et que nous avons ouvert la porte d'entrée. Là se trouvaient Pierre et une femme de son âge. À côté de lui, elle était une jeune fille discrète, très adorable. Père, mère, laissez-moi vous présenter. Voici Amélie, avec qui je suis actuellement en couple. Enchanté de vous rencontrer, dit Pierre. Amélie inclina légèrement la tête. C'est une fille adorable, dis-je. Entendant cela, mon fils sourit heureux. Je pense à me marier avec Amélie, annonça Pierre, se tenant aux côtés d'Amélie. Apparemment, elle était l'une des employées de Pierre. En apprenant que mon fils allait se marier, j'ai savouré profondément le bonheur. J'étais visiblement émue. « Qu'est-ce que c'est, maman, devenir tout sentimental comme ça ?» dit mon fils. « Alors, qu'est-ce que tu aimes chez Amélie ?» J'aurais pu être indirecte, mais j'ai demandé directement.
Elle est généralement calme, mais j'aime comment elle peut dire ce qu'elle pense quand cela compte. Elle n'hésite pas à dire ce qu'elle veut, même à son patron, dit Pierre. Et nous, Pierre, allons éviter les critiques, d'accord, dit Amélie, sur un ton plaisantant. Tout le monde riait en voyant l'atmosphère harmonieuse entre eux, ce qui me rendait incroyablement heureuse. Après le départ de Pierre et de sa fiancée, j'ai parlé à mon mari. Elle est une fille adorable, n'est-ce pas, dit mon mari. Eh oui, très adorable. J'ai vu à quel point tu semblais enchanté par elle, Jacques. Et en effet, c'est une fille très belle. Oui, notre fils a bon goût. Et est-ce que je semble encore jeune, demandai-je. Tu as l'air plus jeune que ton âge, mon amour. J'ai déjà 52 ans et mon mari va bientôt en avoir 48. 2 ans après la proposition de mariage, notre fils, maintenant âgé de 26 ans, et sa femme sont venus nous rendre visite. Avant de continuer notre histoire, saviez-vous qu'il est possible de vivre une vie longue et saine après 35 ans? Découvrez les secrets d'une longévité éclatante en accédant au site web mentionné dans les commentaires. Cliquez sur le lien ci-dessous pour télécharger maintenant et commencer à transformer votre vie et à vivre de longues années. Poursuivons l'histoire. En fait, nous voulons construire notre propre maison, donc nous économisons pour cela. Pourrions-nous vivre avec vous pour aider avec ça? Vivre avec nous? Eh bien, ça ne me dérange pas, mais tu as le consentement d'Amélie, n'est-ce pas? Demandai. Notre maison avait assez d'espace pour que notre fils et sa femme puissent y vivre. Cependant, je ne pouvais pas imaginer que quelqu'un serait heureux de vivre avec ses beaux-parents après seulement 2 ans de mariage. Lorsque j'ai posé la question, j'ai découvert que l'idée de vivre ensemble venait de ma belle-fille. Lorsque nous 4 avons discuté de cela ensuite, ma belle-fille semblait vraiment heureuse et excitée par l'idée. Je me suis demandé si c'était courant de nos jours. Alors j'ai regardé mon mari. Et toi, qu'en penses-tu? Le visage de mon mari s'est illuminé à la mention du sujet. Eh bien, si nous vivons ensemble, nous pourrions voir notre petit-fils dès sa naissance, n'est-ce pas? En voyant mon mari accepter si facilement, je me suis également retrouvée à accepter. J'ai compris que c'était leur décision, mais j'attendais aussi avec impatience la naissance d'un petit-fils. Ainsi, avec les désirs de tous, nous avons commencé notre vie ensemble, avec notre fils et sa femme. Je travaille, donc je ne suis pas souvent à la maison. Amélie, qui avait démissionné de son emploi après le mariage, est maintenant une femme au foyer à temps plein. Par conséquent, elle est à la maison toute la journée. Je lui suis très reconnaissante de s'occuper des choses comme recevoir les livraisons, faire la lessive et préparer les repas. Cependant, le fait que nous passions peu de temps ensemble signifie que nous évitons les conflits inutiles et que la vie est calme. Mais ce style de vie n'a pas duré longtemps. Environ 1 an après avoir emménagé ensemble, notre fils a été diagnostiqué avec une maladie qui affaiblissait son système immunitaire. Personne n'a parlé pendant le dîner le jour où nous avons découvert sa maladie. J'ai essayé d'accepter d'une manière ou d'une autre, mais je n'ai pas réussi à dormir du tout cette nuit-là, imaginant le pire scénario possible. Après la découverte de la maladie de notre fils, Amélie, qui était femme au foyer, a commencé à travailler à temps partiel pour gagner de l'argent pour son traitement, et a commencé à sortir fréquemment à mesure que sa condition s'aggravait. Finalement, il a eu besoin d'un fauteuil roulant pour se déplacer. Nous avons décidé de soutenir notre fils en tant que famille, en comptant sur l'aide d'une assistante de jour comme de nuit. Alors qu'Amélie avait une demande, j'ai un service imprévu demain, mais demain est le jour où Pierre doit aller à l'hôpital. Pourriez-vous l'emmener à l'hôpital demain, s'il vous plaît? Eh bien sûr, merci beaucoup. Je suis content que vous m'accompagniez demain, maman, j'ai entendu la voix faible de mon fils depuis le salon relié à la cuisine. Je me suis précipitée pour l'entendre. Après l'hôpital, nous pouvons faire des courses. Il y a quelque chose que je veux acheter, dit-il. Et bien sûr que nous pouvons, j'ai répondu. Alors, pourquoi ne pas tous les deux prendre un café après les achats? Il y a ce nouveau lieu de crêpes, n'est-ce pas, et a suggéré mon mari, en regardant son smartphone à côté de notre fils. Et bien sûr, allons-y pour les crêpes, ai-je complété. Le lendemain, j'ai poussé le fauteuil roulant de mon fils, et nous sommes allés à l'hôpital. Peut-être parce que c'était lundi, l'hôpital était assez bondé, et mon fils semblait fatigué de la foule de personnes. Alors, nous avons décidé de changer nos plans de shopping et de rentrer à la maison plus tôt. Dans la voiture, mon fils m'a dit qu'il voulait acheter un cadeau pour Amélie, en guise de remerciement pour son soutien constant. Et je suis pathétique. Je voulais acheter quelque chose, je n'ai pas pu y aller seule, et à la fin, je n'ai pas pu acheter, aujourd'hui,
entendre mon fils murmurer doucement dans la voiture a serré ma gorge. Peut-être que ce qui compte, c'est l'intention, ai-je dit. Pierre est resté silencieux. J'ai essayé de garder ma voix aussi joyeuse que possible, sans avoir l'air forcé. Que diriez-vous de déjeuner avec des pâtes? J'ai suggéré. Nous sommes rentrés à la maison beaucoup plus tôt que prévu, et j'ai vu la voiture d'Amélie garée, alors qu'elle aurait dû être à son travail à mi-temps. Je me suis demandé si son quart de travail avait été annulé. En pensant à cela, je suis sortie de la voiture. En passant devant la voiture garée devant la maison, j'ai vu quelque chose d'horrible à l'intérieur de la voiture d'Amélie. J'ai vu elle et mon mari, qui devraient être au travail. Pierre, pourriez-vous entrer en premier? J'ai encouragé Pierre dans le fauteuil roulant à entrer dans la maison tout seul. Après m'être assuré que mon fils était entré dans la maison, j'ai rencontré le regard de mon mari à travers la fenêtre. N'oubliez pas d'accéder au lien dans les commentaires et de télécharger votre exemplaire du livre numérique afin que vous puissiez avoir une vie pleine de longévité. Profitez-en avant qu'il ne soit retiré. Il était accroupi, manipulant quelque chose hors de vue. Curieuse, j'ai regardé à l'intérieur de la voiture de ma belle-fille et j'ai vu mon mari essayer de boucler la ceinture de sécurité dans l'espace exigu de la voiture. Le siège de la voiture était incliné, et mon mari était sur Amélie, en contact étroit. Clairement, ce n'était pas une situation appropriée pour un beau-père et une belle-fille. Tac tac. J'ai tapé sur la vitre de la voiture et leur ai dit d'entrer. Et alors, qu'est-ce que vous faisiez exactement dans cette voiture étroite? J'ai confronté mon mari et ma belle-fille dans un espace séparé par une porte de la pièce où mon fils se reposait. Il était évident pour quiconque qu'il n'y avait pas d'excuse pour leur situation. Pourtant, aucun des deux ne semblait perturbé, attendant silencieusement que l'un d'eux parle. Mon mari a grogné. Comme tu l'as vu, il n'y a qu'une chose qu'un homme et une femme font dans une voiture étroite, n'est-ce pas? Il a répondu avec défiance. Je n'avais jamais vu une expression aussi laide sur son visage auparavant. Son attitude et ses paroles ont instantanément fait bouillir mon sang. Il y a un homme et une femme, vous êtes dans les positions de beau-père et belle-fille, et il y a une différence d'âge significative, n'est-ce pas? L'âge n'est qu'un nombre. Tout se résume à l'apparence, n'est-ce pas? Je parais plus jeune maintenant, plus en forme que le Pierre malade, a dit Amélie. Et alors, tu penses ça? J'ai demandé. J'aidais juste Amélie. Elle pleurait en secret, sachant que la vie de notre fils est courte. Je lui ai juste parlé, c'est tout, a expliqué mon mari. Et vous avez simplement profité de la situation, et Amélie, vous êtes d'accord avec ça? J'ai interrogé ma belle-fille, qui était à côté de mon mari avec une expression mécontente. Moi aussi, je veux vivre une vie amusante. Je déteste devoir jongler avec un travail à temps partiel, des visites à l'hôpital et les corvées quotidiennes parce que je dois souffrir pendant que d'autres profitent encore de la vie, n'est-ce pas? Dit-elle. C'est triste pour elle de passer ses jours à s'occuper d'une personne malade et à travailler, a dit mon mari, en s'immisçant. Ne te mêle pas de ça, ai-je crié fort pour arrêter mon mari. Contrairement à Pierre, Jacques a de l'argent et est en bonne santé. Alors, il peut satisfaire divers désirs, a dit ma belle-fille à ce moment-là, et je ne pouvais plus regarder leur visage. Alors, vous êtes tous les deux impliqués depuis que Pierre est tombé malade? Exactement, a calmement répondu mon mari. Ensuite, la porte du salon s'est ouverte, et là se tenait mon fils manœuvrant son fauteuil roulant avec des bras tremblants, les regardant avec colère. Et vous voulez dire que tout ça est vrai? Pendant que je souffrais de ma maladie, vous deux vous entendiez très bien, mon fils les a confrontés à voix haute. Mais, compte tenu de son état affaibli, même par l'effort a dû être difficile, je suis allée à côté de mon fils et ai posé ma main sur son dos. Pierre n'a pas le droit de crier sur moi, a levé la voix ma belle-fille. Avant de continuer, je pensais que je me mariais pour une vie heureuse. Bien que je sois à la retraite après le mariage, j'ai fini par devoir travailler à nouveau, et mes jours se sont réduits à un cycle de visites à l'hôpital, de travail à temps partiel et de tâches ménagères. Je n'ai même pas pu faire du shopping ou voyager. J'ai réprimé mes désirs en prenant soin de vous tout le temps. Elle parlait comme si elle avait tout sacrifié, mais la réalité était différente. Elle ne prenait guère soin de mon fils. Elle travaillait pendant la journée, et c'était moi qui m'occupais principalement de lui la nuit. Nous avions convenu de partager équitablement les tâches ménagères après qu'elle a commencé à travailler, mais je finissais par faire la plus grande partie parce qu'elle disait que son nouveau travail était difficile. Je fournissais pour les dépenses domestiques et prenais tout en charge, me demandant si j'étais utilisée seulement comme aidant. Malgré tout, j'avais coopéré parce que je comprenais à quel point c'était pour elle d'avoir un mari gravement malade à un jeune âge.
mais être traité ainsi était impardonnable. Pourtant, mon mari semblait totalement indifférent à mes sentiments. Il semblait avoir beaucoup de ressentiment sur diverses choses, mon mari. Alors, il a dit avec un sourire, j'ai vu sur son visage avec sa condition. Tu ne pouvais pas sortir, ta femme le pouvait. Quelque chose qui n'a pas de prix. À cause de ta maladie, c'est naturel pour elle de quitter celui qui ne cause que des problèmes. Exactement, ne me fais pas passer pour le méchant. Le méchant, c'est toi d'être malade. Je ne pouvais contenir ma colère envers une épouse qui ne fournissait pas de soins, ne contribuait pas au soutien du ménage, et un mari qui pouvait s'abaisser à insulter son fils luttant contre une maladie. Ça suffit, tous les deux, parce que mon fils, qui pensait même à acheter un cadeau pour sa femme après la visite à l'hôpital, doit supporter ça. J'ai demandé. Et divorçons, j'ai dit ça à mon mari. Je veux divorcer de toi. Cela me convient. Je suis plus heureux avec quelqu'un de plus jeune et plus beau qu'une personne plus âgée, de manière oisive, dit-il, en passant son bras autour de ma belle-fille. Et Amélie, je veux aussi que tu divorces de mon fils, a dit ma femme d'une voix tremblante, espérant qu'elle soit d'accord. Négatif, Pierre, elle a répondu immédiatement. Si je me divorce de toi maintenant, je ne recevrai aucun héritage, n'est-ce pas? Toutes les difficultés que j'ai endurées, je pense mériter ton héritage, elle a complété. De quoi tu parles? S'il te plaît, divorce juste de mon fils et fais ce que tu veux avec cet homme. Perplexe, c'est comme si elle souhaitait que mon fils quitte ce monde plus tôt en parlant d'héritage alors qu'il est encore en vie. Je vais chercher l'héritage. Disant cela, mon mari et ma belle-fille ont rapidement emballé leurs affaires et sont partis. Restant perplexe à mes côtés, mon fils a montré sa résolution. Maman, j'ai besoin de ton aide pour quelque chose, sa voix était ferme. Je vais m'assurer que ces deux-là regrettent ce qu'ils ont fait, je ne leur pardonnerai jamais. Je pouvais voir une colère silencieuse brûler en lui. Contrairement à moi, son calme était admirable. Tu as un plan, oui. Et d'accord, je te soutiendrai de toutes les manières possibles. Et alors, tu écouteras mon plan? Eh bien sûr, ai-je répondu. Mon fils et moi avons élaboré un plan. Finalement, seul mon mari est revenu à la maison tenant un papier de divorce et nous avons rapidement finalisé le divorce. Quant à ma belle-fille, peu importe combien mon fils et moi avons essayé de la contacter, il n'y a pas eu de réponse. 5 ans plus tard, mon fils est décédé. Je n'arrive toujours pas à surmonter le désir qu'il aurait pu vivre plus longtemps. De nombreuses personnes, y compris des professionnels de la santé et des collègues de l'entreprise où il travaillait avant de tomber malade, se sont réunis aux funérailles de mon fils. Parmi les nombreux présents, j'ai repéré 2 visages que je n'avais jamais oubliés au cours des 5 dernières années, mon ex-mari et la femme de mon fils. En m'approchant d'eux, j'ai réalisé que tant mon ex-mari que ma belle-fille semblaient considérablement épuisés. Mon mari, qui se vantait autrefois que l'apparence était tout, semblait plus vieux que son âge réel, avec des joues creuses par le soleil, et ma belle-fille avait perdu son charme initial, son visage était maintenant rugueux et fatigué. Tous deux étaient habillés de vêtements usés. Dès qu'ils m'ont vu, leurs yeux se sont illuminés comme ceux d'un chat qui a trouvé sa proie. « Je suis là pour l'héritage », m'a-t-elle dit, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Je mérite l'héritage pour tout le soin que je lui ai donné, c'est juste, oui. Et il doit y avoir un héritage. Tu ne prévois pas de tout garder pour toi, n'est-ce pas, ai-je demandé. La propriété d'un enfant doit être héritée par les parents, même si nous divorçons à cause de l'infidélité, le lien entre parents et enfants ne peut être rompu. J'ai aussi droit à l'héritage de Pierre, allons-y, nous a-t-elle donné de l'argent. Cet homme n'avait aucune économie, et ces 5 dernières années ont été très difficiles, mais j'ai enduré, pensant que c'était juste jusqu'à ce que je reçoive l'héritage de Pierre. Tu me pardonneras pour l'affaire d'il y a 5 ans, n'est-ce pas, a dit ma belle-fille. Le changement chez ma belle-fille a provoqué un rire amer. Elle l'appelait autrefois doucement Filippo, et maintenant c'est juste cet homme. La seule raison pour laquelle mon ex-mari avait de l'argent à dépenser librement était que je lui donnais une allocation depuis le début de notre mariage. Je gagnais plus que lui, donc je lui donnais une allocation mensuelle. Limiter ses dépenses pourrait le conduire à cacher son salaire ou à ne pas contribuer aux dépenses du ménage, ce qui serait catastrophique. Donc, dès le départ, donner un peu plus comme allocation était juste pour éviter des dépenses inutiles ou la dissimulation d'argent. En économisant ainsi, j'ai protégé nos finances. Mais divorcer de moi pour épouser une femme plus jeune ne changerait pas sa nature. Il n'est toujours pas bon pour économiser de l'argent et dépense tout ce qu'il a. Ils ont peut-être quitté avec un grand bruit. Mais leur vie doit être devenue beaucoup plus difficile.
En apprenant la mort de mon fils, je ne sais d'où ils sont venus réclamer de l'argent. Donne-nous l'héritage tout de suite. Il doit y avoir des économies pour une maison, non? Si tu as tout dépensé, je ne te pardonnerai pas. Ils sont venus vers moi en exigeant, mais je suis resté ferme et ai dit durement. Il n'y a pas d'héritage pour vous. Que veux-tu dire par là? C'est ce que je veux dire. Je leur ai montré un document, dès qu'ils l'ont vu, leurs visages sont devenus pâles. Donne-moi ça, elle m'a arraché le document avec ses épaules tremblantes. Un certificat de don. Elle a lentement lu les mots sur le document. Exactement, récemment, mon fils, réalisant que son temps était compté, a fait don de toute sa fortune à une institution de recherche médicale. Voici le certificat de ce don. Il ne reste donc pas un seul centime de l'héritage que vous êtes venu chercher. Cela ne peut pas être, pourquoi j'ai supporté ces 5 dernières années, il semblait que ma belle-fille en avait assez de mon ex-mari depuis longtemps et était avec lui seulement pour l'héritage de mon fils. Oh alors, donne-moi de l'argent, j'ai été celle qui s'est occupée de ton fils, l'a emmené à l'hôpital, a travaillé à mi-temps, je me suis sacrifiée pour lui, alors je mérite un peu d'argent. Elle était tellement désespérée d'argent qu'elle l'exigeait de moi. Puisque vous deux êtes partis sans laisser de note ou adresse, je ne vois aucune raison de vous en donner. Vous avez fait votre choix en partant, et maintenant vous devez en assumer les conséquences. Avec un soupir de déception, ils se sont retirés, sachant qu'ils ne pouvaient rien obtenir de moi. Après leur départ, je me suis assise, seule dans la tranquillité de ma maison. Malgré la tristesse de la perte de mon fils, je me sentais soulagée de ne plus avoir à supporter les demandes égoïstes de mon ex-mari et de ma belle-fille. Mon fils, parti trop tôt, avait trouvé la paix, et j'ai réalisé que ma propre paix commençait maintenant. Il y a quelque chose que je n'ai pas pu vous dire, donc laissez-moi vous le dire maintenant, bien ici. On m'a demandé, je me suis préparée à révéler une autre vérité à la femme de mon fils qui me regardait avec colère. Et vous n'êtes plus la femme de Pierre, le divorce a déjà été finalisé depuis longtemps, donc vous n'avez aucun droit à l'héritage de Pierre. C'est un mensonge. En fait, le jour où leur affaire a éclaté, mon fils enregistrait leur conversation derrière la porte où je les interrogeais tous les deux. Dès qu'ils sont sortis de la maison, mon fils et moi avons emmené cet enregistrement chez un avocat. Lorsque nous avons exprimé le souhait de divorcer de sa femme, devenue inaccessible en raison de l'infidélité, nous avons été conseillés d'aller au tribunal. Nous avons procédé à une notification publique, et le procès a commencé en son absence. Le divorce de mon fils a été rapidement accordé. Si mon ex-mari aimait vraiment ma belle-fille, il aurait pu l'encourager à divorcer et à se marier avec lui à un moment donné, mais en fin de compte, il voulait juste une femme jeune pour lui céder et prendre soin de lui. Tous les deux attendaient simplement que Pierre meure sans rien faire pour changer leur propre situation. C'est pourquoi ma belle-fille n'a pas réalisé qu'elle était célibataire maintenant, et mon ex-mari ne voulait pas abandonner une épouse jeune qui prenait soin de lui. J'ai soupiré profondément avant de me retourner pour les regarder à nouveau. De plus, j'ai déposé une demande d'indemnisation contre eux deux pour adultère. Ne vous inquiétez pas, vous paierez la compensation. Vous ne pouvez pas être sérieuse, nous sommes déjà endettés, nous pensions que l'héritage réglerait la dette, mais maintenant nous n'avons aucun moyen de payer. Pourquoi exigez-vous une compensation maintenant? Et j'ai toujours eu l'intention de réclamer une compensation, vous deux avez disparu avant que je ne puisse le faire, maintenant que vous êtes revenus, il est évident que je vais exiger. Au fait, j'ai tout enregistré ce que vous avez dit depuis votre arrivée, essayer de nier l'affaire maintenant ne fonctionnera pas, ai-je dit fermement. Avec cela, ils semblaient furieux, essayant tous deux de s'approcher de moi. Eh bien, que faites-vous? À ce moment-là, l'équipe médicale et les employés de l'entreprise présents les ont retenus. Et alors, ça va? M'ont-ils demandé. Eh oui, merci. Tandis qu'ils étaient retenus, mon ex-mari et l'ex-femme de mon fils continuaient de crier, demandant de l'argent. Peu de temps après, le son d'une voiture de police s'est approché, et les policiers sont arrivés. Et vous deux êtes suspects de fraude, nous devons vous emmener au poste de police et a déclaré le policier. Il semble que quelqu'un aux funérailles de mon fils ait dû appeler la police. Les deux ont été emmenés par la police. Plus tard, j'ai appris de la police que mon ex-mari et l'ex-femme de mon fils avaient eu recours à la fraude pour payer leurs dettes. Une enquête plus approfondie a révélé plus de crimes, et ils passeraient du temps derrière les barreaux. Il était surprenant qu'ils aient eu recours à la fraude, les deux qui avaient insulté mon fils maintenant confrontés à des conséquences sociales. L'ex-femme de mon fils avait gaspillé sa jeunesse, un moment crucial de sa vie, dans des bêtises. Ainsi, je n'avais plus de pensée pour les deux, qui s'étaient même impliqués dans des activités criminelles.
Je ne sais pas l'ampleur de leurs dettes, mais ils pourraient être poursuivis pour des paiements jusqu'à leur mort. Je ne recevrai peut-être jamais la compensation que j'ai demandée, mais cela ne m'importe plus. S'ils souffrent, je souhaite juste qu'ils endurent cela loin de moi. Des années ont passé depuis la mort de mon fils, mais je reçois toujours des lettres de remerciement de patients chaque jour, reconnaissant pour son don. En lisant ces lettres, je suis fière de la décision de mon fils. Sa décision d'attendre sa mort pour bénéficier à d'autres a garanti qu'aucun centime ne soit destiné à ces deux-là, et ses contributions aident encore beaucoup. Quand il m'a parlé de son plan, mon fils a dit « Je suis désolé, je ne peux rien te laisser, maman. » Mais même des années après ses funérailles, je continue de recevoir des lettres de gratitude pour mon fils, son choix reste une source de vie pour les autres. Quelle fierté! J'ai eu la chance d'avoir un fils aussi merveilleux. J'ai choisi de continuer à travailler même après ma retraite, mon travail est gratifiant et agréable. Je suis vraiment reconnaissante. J'ai acquis des qualifications et des connaissances professionnelles quand j'étais plus jeune. À cette époque, j'étais désespérée de m'occuper de mon fils, travaillant dur pour augmenter mon salaire grâce à l'étude de qualification. J'ai suffisamment de biens pour vivre seule et je dois tout cela à mon fils. J'ai continué mon passe-temps de l'escalade en montagne. Pierre, merci, je veillerai à profiter au maximum du reste de ma vie, alors attends-moi là-bas, ai-je dit à mon fils, souriant devant sa photo dans le cadre. Au fil des années, la perte de mon fils Pierre a été un voyage de découverte de soi et de croissance. J'ai trouvé du réconfort dans ses souvenirs et dans la certitude que sa générosité continuait à bénéficier à d'autres personnes. J'ai décidé de canaliser mon énergie vers des causes qu'il appréciait, comme la recherche médicale et le soutien aux patients en traitement. J'ai fondé une organisation dédiée à promouvoir le bien-être des personnes atteintes de maladies graves et de leurs familles, en l'honneur de l'héritage de Pierre. Avec le temps, la douleur de la perte s'est atténuée, remplacée par un sentiment de but renouvelé. L'escalade en montagne, une passion partagée avec mon fils, est devenue non seulement un passe-temps, mais aussi une métaphore de mon propre cheminement vers le dépassement. À chaque pas vers le sommet, je sentais sa présence à mes côtés, m'inspirant à atteindre de nouveaux sommets de courage et de détermination. Au fil des ans, mon organisation s'est développée et a étendu ses activités, touchant un nombre croissant de personnes dans le besoin. Témoigner de l'impact positif du travail accompli m'a apporté un profond sentiment de gratitude et d'accomplissement. Bien que le souvenir de Pierre reste présent, son esprit vit à travers les actions que nous menons en son nom. Alors que le soleil se couche sur l'horizon, reflétant ses couleurs douces sur les montagnes lointaines, je me sens en paix. Pierre a toujours été un amoureux de la nature, et en des moments comme celui-ci, je ressens sa présence plus que jamais. Je regarde le ciel étoilé, m'émerveillant devant l'immensité de l'univers, et je sais que, où qu'il soit, mon fils veille sur moi. Et ainsi, je continue mon voyage, guidé par la lumière de la mémoire de Pierre et par l'espoir d'un avenir meilleur pour tous. Je sais que tant que je respirerai, son héritage d'amour et de compassion vivra en moi, illuminant le chemin à venir. Et tandis que je continue d'escalader les montagnes de la vie, j'emporte avec moi non seulement le souvenir de mon fils, mais aussi la promesse que son esprit ne sera jamais oublié. Alors que nous arrivons à la conclusion de ce périple émouvant, il est inévitable de ne pas méditer sur les précieuses leçons que cette histoire nous a léguées. La saga de cette mère et de son fils souligne le pouvoir de l'amour inconditionnel, le courage face aux défis et la rédemption dans les moments les plus sombres. En affrontant les adversités, cette famille nous a montré que, même face à l'adversité, l'amour et la résolution peuvent nous porter au-delà des circonstances les plus difficiles. Le sacrifice du fils, tant en vie qu'après son départ, résonne comme un puissant rappel de l'impact durable que nous pouvons laisser lorsque nous choisissons de vivre avec compassion et générosité. De plus, cette histoire nous invite à réfléchir sur nos propres vies et relations. Combien de fois avons-nous laissé passer des occasions d'aimer et de pardonner? Combien de fois avons-nous dévié du chemin de la véritable bienveillance et compassion? Le récit de cette famille nous met au défi d'être meilleurs, de rechercher le bien au milieu des adversités et de valoriser chaque moment précieux que nous partageons avec ceux que nous aimons. Et ainsi, nous concluons ce parcours, mais le véritable défi commence maintenant. Puissions-nous emporter avec nous les leçons de cette histoire et les appliquer à nos propres vies. Puissions-nous être des agents d'amour, d'espoir et de transformation, tout comme cette mère et son fils l'ont été. Si cette histoire vous a ému et que vous souhaitez plus de contenu inspirant comme celui-ci, n'oubliez pas de laisser votre like et de vous abonner à la chaîne Histoire de la vie. Ensemble, nous pouvons répandre le message d'amour et d'espoir dans le monde. Et pour ceux qui souhaitent plonger encore plus profondément dans la source de l'amour inconditionnel,
je vous invite à explorer l'évangile de Jean 3.16. Dans ce verset, nous trouvons l'essence de l'immense amour de Dieu pour l'humanité, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Puissions-nous accepter l'invitation de Dieu à nous approcher de lui et à expérimenter son amour transformateur. Puissions-nous reconnaître Jésus-Christ comme le seul et suffisant sauveur de nos vies, trouvant en lui la paix, l'espoir et le salut que nous recherchons tant. Que l'amour de Dieu puisse nous guider et nous soutenir dans tous nos voyages, aujourd'hui et pour toujours.